Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, vous le savez, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte. Une initiative sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. C'est parti pour le sommaire, une émission placée aujourd'hui sous le signe de la santé. Et oui, on s'intéresse à la thyroïde. À quoi sert cette glande? Quelles sont les pathologies associées à la thyroïde? Quand faut-il se faire opérer? Élément de réponse avec nos invités dans un instant. Et justement, en cas d'ablation, quelle vie sans la thyroïde pour les jeunes et les moins jeunes? Quel traitement? Comment trouver le bon dosage? Et puis quel accompagnement, notamment sur les plans physiques et psychologiques? Là aussi, on en parlera avec nos deux invités. Alix, la loupe est consacrée. Je vous parle célébrité et thyroïde. Et on a pas mal. On voit ça dans un instant. Bonjour Béate Barthès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente et fondatrice de l'association Vivre sans thyroïde. Et on est également en ligne avec le docteur Hervé Montpessenne. Bonjour docteur. Vous êtes thyroïdologue, endocrinologue et échographiste. Je crois que j'ai tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. Qu'est-ce que la thyroïde, docteur? C'est une glande qui n'est pas bien grosse, qui fait une vingtaine de grammes, qui est située à la base du cou et qui sécrète deux hormones qui sont absolument essentielles à la vie et qui régulent la majorité de ce que l'on vit dans notre croissance, dans notre évolution. Voilà, c'est une glande très très importante avec des hormones fondamentales. Avec des hormones fondamentales, justement, quelles sont-elles et pourquoi cette glande est essentielle? Alors, les deux hormones sécrétées, c'est la T4, la thyroxine, qui est l'hormone native, qui se transforme en triiodothyronine, la T3, qui est l'hormone véritablement efficace. Et ces hormones vont avoir un impact sur tous les organes, en particulier le cœur, les muscles. Ils agissent sur la croissance, ils agissent sur le cerveau, sur notre vie en général. Et dès qu'on a une modification de la concentration de ces hormones, on peut avoir des modifications de l'état de santé qui doit, dans ces cas-là, être corrigé. Béate Barthès, on est d'accord, elle régule quasiment tout, cette glande, cette thyroïde, aussi bien la température que les humeurs et les sauts d'humeur, le rythme cardiaque aussi? Oui, pratiquement toutes les fonctions de l'organisme et on ne s'en rend pas compte du tout tant qu'elle fonctionne bien. Mais quand il y a un dysfonctionnement, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment essentiel et que le moindre petit dérèglement peut avoir d'énormes conséquences sur la santé et le bien-être. Béate, qu'est-ce qui vous a poussé justement à fonder, vous, votre association Vivre sans thyroïde? C'est à l'époque, il y a 25 ans, on a découvert des nodules de la thyroïde qu'on a fini par opérer parce qu'ils n'étaient pas très beaux à l'échographie et on a bien fait parce que c'était un cancer. Et à l'époque, il y a 25 ans, on ne trouvait absolument pas d'informations sur Internet qui étaient compréhensibles pour les patients. On trouvait bien 2-3 pages très médicales, mais on ne trouvait rien pour les patients. Il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore le Doctissimo, les portails grand public. Et je me sentais vraiment très, très seule et je ne trouvais pas d'informations compréhensibles et ça faisait bien sûr très peur. J'ai fini par rencontrer quelques patients allemands sur un petit site allemand qui avait créé un forum de discussion. Et ça m'a tellement aidé à bien traverser ma maladie, à bien vivre le diagnostic, les traitements, les difficultés d'ajustement du dosage. Une fois guérie, j'ai dit c'est quand même vraiment un dommage qu'il n'existe rien du tout de langue française. Je suis d'origine allemande, même si j'ai l'accent toulousain. Et donc j'ai créé un tout petit site, un tout petit forum de discussion Vivre sans thyroïde qui a fini par devenir assez grand parce qu'il n'y avait pas d'autres sites pour patients. C'était un des tout premiers sites pour patients sur Internet en France et il y a énormément de malades de la thyroïde parce qu'en fait, une personne sur 20 à peu près a un problème de thyroïde, souvent sans le savoir. Oui, c'est énorme, effectivement. Et alors, petit accent toulousain mélangé avec l'allemand, c'est singulier, c'est magnifique. Béate, vous êtes combien? Vous avez dit que c'était conséquent. Vous êtes combien au sein de l'association aujourd'hui? Mais en utilisateurs, on est très très nombreux parce qu'on a sur le forum, on a 23 000 inscrits qui consultent le site, qui trouvent souvent des informations sans même avoir besoin d'écrire, de poser des questions. Mais on adhérent, malheureusement, assez peu, quelques centaines, parce que bon, les gens pensent souvent que sur Internet, tout est gratuit.
ils viennent chercher les informations, demander des réponses, et puis quand ils vont mieux, ils repartent, ils n'adhèrent pas forcément à l'association. Donc en tant qu'association, on reste encore tout petit, mais on a énormément d'utilisateurs du monde entier d'ailleurs, parce qu'il y a des gens du Québec, de Suisse, de Belgique, d'Afrique, et tous ceux qui parlent français et qui cherchent des questions, qui ont des questions sur la thyroïde, cherchent sur Internet et tombent assez rapidement sur notre forum. Et vous êtes bien sûr en quête de dons, on le précise. Alix. Hervé, est-ce qu'on peut prendre soin de sa thyroïde ? Oui, on peut s'en occuper. Le message, le principal acteur défavorable de la thyroïde, c'est le tabac. Donc déjà, si on ne fume pas, je ne veux pas dire qu'on met sa thyroïde à l'écart, mais on ne l'agresse pas de façon importante. Le deuxième, c'est de dire qu'une vie équilibrée avec une quantité d'iode suffisante dans l'alimentation, et puis après ça, une surveillance régulière qui peut être faite par le médecin traitant qui, à l'occasion de chaque consultation, va palper le pouls et va rechercher une tuméfaction au niveau cervical. Et puis dans le bilan biologique qui est fait de façon très régulière par les médecins traitants, on a les marqueurs de la thyroïde, de la fonction thyroïdienne qui sont demandés de façon très régulière. Quelles sont les pathologies de la thyroïde, docteur ? Les pathologies, ce qu'on connaît depuis très longtemps, c'est le goitre, c'est-à-dire c'est la grosse thyroïde, qui est un petit peu maintenant en recul parce qu'on a moins de goitre qu'avant, parce qu'on a une alimentation en iodé suffisante. Après ça, c'est le nodule qui peut être unique ou multiple. Ce nodule peut être bénin ou malin, comme l'évoquait Béaté tout à l'heure. À côté de ça, on a le gros chapitre des dysfonctions thyroïdiennes, quand la thyroïde fonctionne trop ou ne fonctionne pas assez. Et puis on a les problèmes de thyroïdite, c'est-à-dire les inflammations qui sont un petit peu plus rares, mais qui nous concernent directement dans pas mal de cas. Donc voilà, c'est le panel de tout ce qu'on peut faire au niveau de la thyroïde. Béate, l'hyperthyroïdie et inversement l'hypothyroïdie, ce sont les cas les plus fréquents, en tout cas c'est ce que vous voyez le plus, sur les gens qui fréquentent votre site, ou pas forcément ? Oui, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment. Il y a l'hyperthyroïdie qui peut être due à une maladie auto-immune, la maladie de Basedow, avec des anticorps qui stimulent trop la thyroïde et qui va donc fabriquer beaucoup trop d'hormones et qu'on traite avec des médicaments qui ralentissent la thyroïde. Ou il peut avoir un nodule autonome, chaud, qui fabrique trop d'hormones. Et dans ce cas-là, on peut les détruire par différentes méthodes, ou opérer, mais ce qui est la maladie la plus fréquente, c'est l'hypothyroïdie, c'est-à-dire le manque d'hormones. La thyroïde qui fatigue, qui ne fabrique pas assez d'hormones, parfois à cause d'un manque d'iode, mais pas toujours. Et il y a une maladie auto-immune très fréquente qui s'appelle la maladie d'Hashimoto, parce que c'est un docteur japonais qui l'a décrite il y a plus de 100 ans, et où des anticorps détruisent progressivement la thyroïde qui fabrique de moins en moins d'hormones. Donc il faut progressivement prendre de plus en plus d'hormones de synthèse, la lévothyroxine. Docteur, quelles sont les maladies de la thyroïde les plus courantes chez les jeunes et comment est-ce qu'elles affectent leur vie ? Alors on peut dire que la maladie la plus courante chez les jeunes et surtout chez les jeunes femmes, c'est la maladie de Basedow, qui est une hyperthyroïdie qui peut survenir assez tôt dans la vie, voire même chez l'enfant, et qui va impacter la vie des jeunes parce que le fait d'être en hypersécrétion hormonale va être assez mal toléré avec des symptômes de rythme cardiaque accéléré, d'amaigrissement, de fatigue, etc. La seconde partie chez les jeunes, ça va être l'hypothyroïdie, mais qui est plus rare à cet âge, mais qui doit aussi être diagnostiquée parce qu'elle va avoir un impact, en particulier possible sur la scolarité, sur l'évolution, sur le développement de la puberté, etc. Donc, chez le jeune, ce sont les deux pathologies les plus fréquentes, mais il ne faut pas oublier les pathologies nodulaires qui peuvent survenir tôt dans la vie. Et docteur, concernant l'hypothyroïdie chez le nourrisson ou encore chez l'enfant, est-ce que ça se traite bien ? Chez le nourrisson, il faut savoir que c'est quand même une rareté. On va avoir une hypothyroïdie quand il y a une agénésie de la thyroïde, un trouble de développement de la thyroïde. Ça se traite très très bien. On a
des galéniques thérapeutiques qui nous permettent d'adapter la quantité d'hormones délivrées au poids du nourrisson, puis de l'enfant. Et on a fait beaucoup de progrès ces dernières années. On sait très bien traiter ces pathologies-là. Ça, c'est clair. Les jeunes atteints de maladie de la thyroïde, ils peuvent mener une vie normale avec le bon traitement, eux aussi? À partir du moment où ils sont diagnostiqués, parce que le problème c'est que ce ne sont pas des maladies gravissimes, mais c'est des maladies qui peuvent le devenir si elles sont négligées ou non diagnostiquées. À partir du moment où la maladie est diagnostiquée, le traitement, on va arriver à le mettre au point et dans l'immense majorité des cas, la vie des jeunes n'est pas impactée par ça. Ce qui est souvent décrit par les jeunes, surtout les jeunes femmes, ça va être des problèmes de poids, sachant que les problèmes de poids chez une adolescente peuvent faire partie d'un tableau de thyropathie, mais c'est très multifactoriel et ça peut venir d'autres choses. Donc la thyroïde n'est pas responsable de tout. Beate Barthès, vous en êtes la preuve vivante. Concrètement, on peut vivre sans thyroïde, mais pas sans hormones thyroïdiennes. Est-ce que c'est le début du casse-tête? Parce que j'imagine qu'il faut trouver le bon dosage. Et c'est parfois assez délicat. Comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, ça s'est relativement bien passé. J'ai trouvé assez vite le bon dosage, qu'il a ensuite fallu encore ajuster un peu, parce qu'après un cancer, au début, il faut maintenir la TSH, la thyréostimuline, assez basse pour être sûr qu'elle ne stimule pas les éventuelles cellules encore présentes. Mais je sais qu'il y a des personnes qui mettent parfois très longtemps à trouver le bon dosage. Et on en a très fréquemment sur notre groupe Facebook et sur notre forum qui peinent, qui ont un peu de mal. Parce que souvent, on l'a dit, vous êtes dans la norme, donc tout doit aller bien, vous êtes dans la norme, alors que la norme, justement, elle est très, très large. Et chaque patient, à l'intérieur de cette norme, possède son propre taux de bien-être. Ça peut être un chiffre de 1 ou 2 pour certains, et pour d'autres, ça va être 3. Mais quelqu'un qui a besoin d'un taux relativement bas pour se sentir bien, mais dont la TSH est bien au-dessus, va se sentir sous-dosé comme s'il était en hypo, alors que théoriquement, officiellement, il est encore dans la norme. Et pareil pour quelqu'un qui est surdosé par rapport à ses besoins. Donc le plus important, c'est vraiment l'écoute du médecin qui cherche avec le patient à ajuster au mieux le dosage de l'hormone de synthèse. Et ça se joue parfois à quelques microgrammes près. Docteur Mompessène, ça se joue parfois à quelques microgrammes près. C'est un travail d'équipe. Il y a pour certains patients, parfois, effectivement, de longues années avant de pouvoir trouver le bon dosage. Dans mon expérience, les gens qui n'ont pas le bon dosage, ça ne représente pas 5% des patients. C'est-à-dire que dans l'immense majorité des cas, on arrive à trouver le bon dosage assez rapidement. Vous parliez d'un travail d'équipe tout à l'heure. L'équipe, elle est entre le patient et son médecin et éventuellement son endocrinologue. C'est une question de dialogue et d'écoute. Et il faut être à l'écoute du patient et savoir modifier la dose, voire modifier le médicament, puisqu'à l'heure actuelle, on a 8 présentations de l'hormone thyroïdienne à notre disposition. Donc il faut savoir utiliser celle qui sera le plus appropriée au patient, mais on arrive toujours à équilibrer le patient à la fin. Le problème, c'est la confusion qu'il y a, encore une fois, c'est qu'on a tendance à tout mettre sur le dos de la thyroïde et le moindre symptôme va être rapporté à un problème de thyropathie, ce qui n'est pas le cas. Docteur, vous parliez tout à l'heure de la cigarette chez les adultes pour prévenir la thyroïde, enfin d'éviter la cigarette. Est-ce qu'il y a des moyens chez les jeunes de prévenir la thyroïde et de réduire les risques? Non, il faut savoir que chez les jeunes, c'est pas quelque chose de constitutionnel, mais ils sont nés un petit peu avec ça. C'est un problème d'auto-immunité dans la majorité des cas, c'est-à-dire qu'ils sécrètent des anticorps parce qu'ils ont la génétique qui leur permet de le faire. Ils sécrètent des auto-anticorps contre eux-mêmes, qui peuvent être des auto-anticorps qui vont freiner ou détruire la thyroïde, l'hypothyroïdie, ou des anticorps qui, au contraire, vont activer la thyroïde. Donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler le terrain. Et puis, ça va se déclencher de temps en temps à l'occasion d'un stress, comme dans toutes les maladies dysthyroïdie. Il peut y avoir un stress, et chez les jeunes,
ils ont le droit d'être stressés, qui va déclencher la maladie. Et est-ce que ça peut être héréditaire ? Les maladies auto-immunes, oui, on va les trouver généralement dans toutes les strates familiales au-dessus, la maman, la tante, la grand-mère, etc. Je cite des femmes parce que c'est quand même des maladies plus souvent féminines, mais oui, il y a une connotation familiale très nette. Béate, quels sont les signes avant-coureurs ? Est-ce qu'il y a des signes auxquels on doit faire attention et on se dit, bon bah tiens, j'ai telle et telle chose, là, il faut peut-être que j'aille voir mon médecin. Quand on manque d'hormones thyroïdiennes, on va fonctionner un peu au ralenti. On va être fatigué, on va dormir 10-12 heures, et on sera toujours fatigué en se réveillant. On va prendre du poids, il y a la digestion qui sera au ralenti, on sera constipé. On aura la peau un peu épaisse, on perdra les cheveux, enfin tout est un peu au ralenti. On a des troubles de concentration, c'est notamment très handicapant pour les jeunes au niveau scolaire. Nous avons un certain nombre de témoignages de jeunes chez qui on a découvert Hashimoto pendant qu'ils étaient encore au lycée ou étudiants, mais qui traînaient ça depuis déjà un certain temps, parce que ça s'installe très progressivement. C'est une maladie auto-immune progressive qui va détruire progressivement la thyroïde, et ça peut prendre plusieurs années. Et donc, tant que ce n'est pas diagnostiqué, on se traîne, on est fatigué, déprimé, on ne sait pas pourquoi. Et au contraire, la maladie de base d'eau, ça va être un amaigrissement soudain alors qu'on a un énorme appétit, la diarrhée, on supporte très mal la chaleur, on est en t-shirt alors que tout le monde met des gros pulls. Oui, c'est surtout ça. Et des crises de nerfs aussi. Les malades en hyperthyroïdie ont souvent tendance à tout prendre mal, à exploser à la moindre contrariété. Donc, si on note des changements comme ça, c'est important de consulter et on les vérifie assez facilement par un contrôle de la TSH. Docteur, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes dans vos consultations ? Comment s'est passée cette évolution au cours des dernières années ? Il y a une évolution ou pas forcément ? Je crois qu'il y a une stabilité du nombre de jeunes présentant des thyropathies. Il n'y a pas comme dans la thyroïde en général, il n'y a pas de grande modification avec le temps. On a les mêmes statistiques qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc les jeunes sont impactés par ça, mais moi, ça fait 45 ans que je fais ce métier, je n'en vois pas plus qu'avant, on peut dire. Voilà, il y a un certain quota tous les ans de jeunes qui tombent dans la dysthyroïdie. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. La thyroïde, décidément, on en parle. Et même les stars en parlent, ma chère Alix. Certaines célébrités souffrent de problèmes de thyroïde et ont donc décidé de mettre cette maladie en lumière. Et oui, je sais, ça peut sembler surprenant de parler de ça, mais quand les personnalités prennent la parole sur des sujets de santé, eh bien, ça aide à briser le tabou autour de certaines maladies dont on parle peu. Prenons Oprah Winfrey, par exemple. Oprah Winfrey qu'on ne présente plus. Quand elle a découvert qu'elle avait des problèmes de thyroïde, elle a utilisé tous les médias à sa disposition pour en parler. Et puis, il y a Gigi Hadid, le mannequin. Elle a révélé en 2016 qu'elle souffrait de la maladie qu'on a évoquée, Hashimoto, une maladie auto-immune qui cause une hypothyroïdie. Les symptômes incluent gonflement, prise de poids, fatigue et douleurs musculaires. Elle a notamment expliqué devoir redoubler d'efforts pour ne pas prendre de poids et se muscler. Elle est mannequin en plus, donc c'est vrai. Elle est mannequin, donc l'enjeu est là. Même chose pour Zoé Saldana, l'actrice américaine fraîchement primée à Cannes pour son rôle dans Emilia Pérez de Jacques Audiard. Eh bien, elle aussi souffre de la maladie de Hashimoto. Kim Cattrall, plus connue sous le nom de Samantha dans Sex and the City, a été diagnostiquée en 1998, soit la première année de la diffusion de la série. Elle prend des médicaments quotidiennement. Et puis, dernier exemple, la rappeuse Missy Elliott souffre de la maladie de Graves, une autre maladie auto-immune, mais cette fois-ci, elle provoque une hyperthyroïdie. Ça veut dire que la glande thyroïde produit trop d'hormones. Parmi les symptômes, on trouve la perte de poids et la chute de cheveux. Elle a aussi souvent parlé de sa maladie publiquement. Béate, il n'y a pas de mauvaise communication quand il s'agit de sensibiliser sur une maladie ?
Si, souvent, surtout que le problème des symptômes des dysfonctionnements thyroïdiens, c'est qu'ils ne sont pour la plupart pas mesurables, contrairement à d'autres maladies où il suffit de faire une prise de sang, genre la créatinine, on va savoir les reins fonctionnent mal. Mais la thyroïde, on peut être dans les normes, mais pas encore bien équilibré. Et les symptômes seront une fatigue, ça ne se mesure pas. Une prise de poids, ok, mais on va peut-être dire qu'on mange trop ou c'est la ménopause ou que sais-je. Ça peut être des douleurs musculaires, ça peut être une tendance à déprimer. Et tout cela ne se mesure pas. Donc le plus important, c'est vraiment le dialogue. Il faut écouter le patient, il faut le croire qu'on lui dit qu'avant c'était différent et tout d'un coup il y a un changement. Et il faut vraiment un dialogue permanent entre le médecin et le patient. Et le gros problème, c'est que les médecins, ils n'ont pas trop le temps. Ils ont tellement d'autres tâches à faire, des paparazzi et autres, que les consultations sont souvent courtes et ce n'est pas toujours évident. Docteur, oui, pardon. En même temps, les réseaux sociaux, évidemment, sont un peu une loupe grossissante parce que, évidemment, nous, sur le forum ou sur le groupe Facebook, nous voyons essentiellement les gens qui ont des problèmes et qui cherchent des solutions. Et ça peut donner l'impression aux gens qui viennent sur le site que tout le monde a forcément des problèmes. Mais tous ceux qui vont bien, et ils sont très très nombreux, personnellement je vais très bien, ils ne vont pas sur Internet chercher des solutions parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et du coup, on peut croire que tout le monde a tout le temps systématiquement des problèmes alors qu'il y a énormément de gens opérés ou sous traitement qui vont tout à fait bien. Docteur, vous êtes sur la même ligne justement, parce que c'est vrai que quand on va sur Internet ou qu'on regarde des émissions, on a souvent affaire à des patients pour qui tout ne se passe pas très bien. Mais il y a peut-être une majorité de personnes, une majorité de patients pour qui ça va bien justement. Alors, une petite précision par rapport à ce qui a été dit juste avant. On a évoqué chez une rappeuse la maladie de Grave. Il faut savoir, c'est le Graves' disease, c'est en fait la dénomination anglaise de la maladie de Basedow. Mais c'est la même maladie, c'est l'hyperthyroïdie due à la maladie de Basedow. Donc, les patients qui ne vont pas bien avec les traitements, Beate vient de le redire à nouveau, c'est le dialogue qui va nous permettre de faire la part des choses entre un symptôme qui peut faire partie d'une maladie thyroïdienne, mais qui peut faire partie d'un autre tableau. Et dans ce cas, ce sont plutôt les associations de symptômes qui vont nous amener à revoir notre position. Dans tous les cas, ce qu'il ne faut pas, c'est que le patient reste dans un état de mal-être, que ce mal-être soit impliqué ou pas dans le problème de thyroïde. Donc, on apporte notre pierre à l'édifice, mais on ne va pas régler tous les problèmes d'un patient en traitant simplement sa thyroïde. Beate, il y a eu bien évidemment le scandale avec le Levothyrox. Est-ce que vous avez le sentiment avec votre site, avec votre association, que vous parlez de la thyroïde au plus grand nombre et que vous parlez de la thyroïde au final autrement ? Oui, c'est sûr que ce scandale de 2017 où on a changé la composition du seul médicament qui existait à l'époque en hormones thyroïdiennes en France, sans prévenir les patients, ça a vraiment beaucoup sensibilisé l'opinion publique sur les problèmes de thyroïde. Et depuis, il y a d'autres médicaments, donc les patients ont davantage le choix, mais ça aussi fait que beaucoup de patients maintenant, dès qu'ils se sentent pas bien, ils disent c'est le médicament, il faut que je change de spécialité. Alors que toutes les spécialités contiennent la même hormone, même si les excipients sont différents. C'est qui peut éventuellement changer un petit peu l'assimilation, mais très souvent c'est juste le dosage et il faut savoir qu'il faut beaucoup de patience pour bien ajuster le dosage. Parce que les hormones thyroïdiennes ont une durée d'action très très longue, plusieurs semaines avant de faire pleinement effet. Et donc, chaque fois qu'on ajuste le dosage, il faut attendre au moins 6 à 8 semaines avant de refaire une prise de sang. Et puis, il faut changer à tout petite dose, parfois quelques microgrammes à la fois, récontrôler. Donc, il faut souvent 6 mois, parfois 1 an, avant d'être vraiment bien ajusté. Et il faut de la patience. Il ne faut pas, dès qu'on a le moindre symptôme, dire c'est le médicament, il n'est pas bon, je suis mal et j'en change. Parce qu'on ne va jamais arriver à se stabiliser. Donc ce n'est pas facile et on essaye vraiment de sensibiliser les patients à ça, d'être patient, de bien prendre le médicament aussi dans de bonnes conditions pour qu'il soit bien assimilé.
ne pas l'oublier, le prendre sans manger et manger seulement une demi-heure après, et des choses comme ça. Donc, c'est pas évident parce que les gens pensent plus facilement à la thyroïde, mais ils ont aussi, comme l'a dit le docteur, parfois tendance à tout mettre sur le dos de la thyroïde ou du médicament, alors qu'il peut y avoir plein d'autres facteurs qui jouent. Docteur, on a fait beaucoup de progrès, justement, concernant les médicaments ces dernières années. Beata l'a évoqué tout à l'heure. En 2017, on s'est trouvé devant un problème de modification de présentation d'un médicament qui avait un monopole thérapeutique en France. Et de ce fait, quand on fait ce genre de modification, il y a obligatoirement des gens qui ne tolèrent pas la nouvelle forme. Ça a été un petit peu, je ne veux pas dire négligé, mais minoré par certains collègues qui ont pensé que c'était uniquement dans la tête des gens, ce qui n'était pas vrai. Donc on se retrouve maintenant avec 8 présentations qui nous donnent toute l'attitude pour arriver à trouver la bonne présentation, le bon dosage. Mais encore une fois, tout ça, c'est du dialogue, c'est de l'écoute, et il faut qu'on soit un petit peu à la disposition des patients, c'est vrai. C'est quelque chose d'inéluctable. Merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup. Docteur Hervé Montpessen, spécialiste en thyroïdologie, endocrinologue et échographiste, bien évidemment. Et Beate Barthez, présidente et fondatrice de l'association Vivre sans thyroïde. Si on veut faire des dons, comment on peut faire, Beate ? Allez sur notre site, Vivre sans thyroïde, c'est forum-thyroïde.net. On le trouve facilement via Google, en cherchant forum thyroïde. Et aller dans la rubrique association où on trouvera toutes les informations. Merci infiniment. Merci à tous les deux pour cet éclairage d'une demi-heure concernant la thyroïde et toutes ces pathologies. C'est donc la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bien évidemment, avec l'ami Alix Nguyen. À demain. Excellente journée en notre compagnie.